pense que la première des choses à dire, c'est que les hommes ne viennent pas en consultation d'abord parce qu'ils craignent le toucher rectal. Alors, vous savez que dans le dépistage du cancer de la prostate, en plus des marqueurs tumoraux comme le PSA, comme ça a été cité par le docteur Taillou, il y a également l'examen clinique. Et l'examen clinique fait intervenir le toucher rectal. Alors, lorsque vous avez des patients qui ont peur de ce toucher rectal, parce que nous sommes quand même en Afrique, nous restons des Bantous, et lorsque vous devez introduire un doigt dans l'anus d'un homme, c'est toujours un petit peu effrayant. Donc rien que le fait de penser qu'on va faire ce toucher rectal, je pense, est dans beaucoup à l'origine du retard dans la prise en charge. Et puis, comme le docteur Taillou le disait, une fois qu'on a commencé les bilans et que le diagnostic a été posé, va intervenir la prise en charge. Et dans la prise en charge des cancers localisés, il y a notamment la prostatectomie radicale totale, et avec des effets secondaires que sont l'incontinence et surtout la dysfonction érectile. Encore une fois, nous sommes des Bantous et beaucoup de patients n'acceptent pas d'être pris en charge et avec pour conséquence éventuellement des difficultés à avoir des érections de bonne qualité. Et donc, je pense que c'est surtout lié à la sexualité. Je pense que c'est surtout la raison qui explique que les patients arrivent à des stades avancés. Et puis surtout, comme je le dis beaucoup, c'est le manque d'information. Vous serez surpris de savoir qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent à 60 ans, 65 ans sans savoir qui est l'urologue et sans savoir qu'à partir de 50 ans, une consultation est conseillée. Et donc, c'est très, très bien qu'il y ait ce genre de webinaire, ce genre de vulgarisation pour que les patients puissent savoir déjà ce que nous faisons en urologie et l'importance de se dépister à l'âge de 50 ans. Le, le docteur Kamadju a un peu tout résumé la chose. Vous devez comprendre que l'acceptation du problème par l'homme est un peu différente de la femme. La deuxième chose, c'est l'information. C'est pour ça que dans notre contexte, nous essayons d'insister sur ce qu'on appelle l'information et la sensibilisation. C'est-à-dire que l'information en continu d'abord, avant le dépistage masse. En Europe, ils recommandent plus de dépistage individuel, mais nous essayons déjà de pouvoir donner des informations. Parce que lorsque le docteur Kamadou dit que le patient vient, il a peur de ça, oui. Donc, nous devons d'abord informer le patient pour savoir que, attention, la prise en charge, le dépistage précoce, ce n'est pas toujours que venir en consultation pour pouvoir avoir un toucher rectal systématique ou ainsi de suite. Mais c'est de savoir d'abord ce que c'est que la maladie, les modes de révélation de la pathologie, comme le docteur Tayo a essayé de pouvoir dire quelque chose par rapport au mode de révélation, mais aussi de savoir que, OK, c'est une pathologie qui touche presque essentiellement les hommes. C'est vrai, on parle de l'ethnicité, mais nous devons savoir que les études qui sont faites pour le cancer de la prostate sont des études généralement européennes et américaines, notamment celle américaine qui dit que l'ethnie, dont la race noire fait plus de cancer de la prostate que la race caucasienne ou les Asiatiques. Donc, nous aussi, à la fin, nous devons aussi insister sur le fait que nous devons aussi faire des études, pas seulement intra-hospitalières, comme nous avons l'habitude de faire, nous les enseignants, mais aussi trouver le moyen un jour de faire des études un peu de masse, un peu plus comme eux, ils ont pu faire, pour pouvoir vraiment prouver que c'est plus la race noire. Maintenant, ça, c'est pour embrayer sur autre chose. C'est qu'on n'insiste pas beaucoup, c'est l'histoire familiale. Donc, l'histoire familiale entre en jeu, c'est le fait que si votre parent a eu le cancer, je suis encore dans la sensibilisation, hein, le risque qu'un homme ait le cancer, la prostate est multiplié par 3. Si le parent et le grand-parent ou bien le parent et l'oncle, le risque est multiplié par 11. Donc, ce que je voulais dire pour revenir à ça, c'est que nous avons un devoir quand même d'insister sur la sensibilisation, pouvoir modérer le fait que l'homme doit comprendre qu'il faut aller à l'hôpital, pas seulement quand il a déjà certains problèmes comme ça a été cité tantôt, mais aussi un peu avant pour pouvoir essayer de détecter la pathologie un peu plus tôt. C'est tout ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Pour commencer, je vais d'abord essayer d'aborder même l'aspect culturel. Parce que mine de rien, en Afrique ici, bon, on nous dit toujours que l'homme, c'est celui-là qui doit être fort sur tous les plans. L'homme n'a même pas le droit même d'exprimer ses émotions. Et aujourd'hui, le fait qu'il y a des tabous, c'est que dans la pensée des hommes, aller vers même les centres comment on appelle ça, de santé pour aller se faire dépister, c'est déjà un problème. Il y a
comment on appelle Oui. ça, le manque d'information par rapport à la maladie. Il y a la peur sans même avoir les résultats même du diagnostic. Il y a aussi le poids de la société après avoir reçu le résultat du diagnostic, surtout lorsque c'est positif. Il y a la masculinité de Ah, l'individu qui est mise en cause. Il y a la perception que l'individu a de lui-même aussi qui est mise en cause. Voilà. Donc, et puis aussi la stigmatisation qui est derrière surtout ce type de pathologie chronique, je vais dire. Et tout ça là, ça fait que les hommes ont peur d'aller vraiment vers les centres de santé pour aller faire un dépistage. Ce que nous, on observe dans notre pratique oui, courante, c'est d'abord le cancer oui, de la prostate. Le grand tabou, c'est par rapport aux modalités de traitement. D'abord, la première chose, ok, les signes cliniques de ça. Les signes cliniques du cancer de la prostate sont les signes liés au pipi. On dit terre à terre comme ça, ce sont des signes liés au pipi. Donc, la manière de pisser. Si d'abord, le plus grave, c'est la rétention aiguë d'urine. Donc, les pipis s'arrêtent de sortir. Ça, c'est du plus ah, grave. Mais le moins, bon, les signes du début, vous aurez les pipis qui viennent à goutte à goutte. Vous pouvez avoir les pipis qui viennent avec la douleur. Vous pouvez avoir les pipis oui, qui viennent, le jet urinaire. Donc, quand on pisse, ça ne va plus à une grande distance, ça reste à côté. Vous pouvez avoir une incontinence urinaire, c'est-à-dire le pipi sort sans que vous ne vous rendez, vous salissez, quoi. Ou bien une mission impérieuse. Donc, si vous ne pissez pas dans la seconde où vous avez envie de pisser, vous allez vous mouiller, vous salir. Donc, et en même temps, maintenant, comme le pipi, l'urètre est lié avec la fonctionnalité sexuelle. Donc, on va se retrouver aussi avec des troubles sexuels parce que c'est la même voie. Donc, ça, c'est quand c'est au début. Quand vous allez loin, avec une tumeur qui est un peu avancée, vous aurez le sang dans les pipis, vous aurez les douleurs pelviennes. Donc, tout ça, c'est un peu, ça fait, je peux dire, peut-être chez l'homme, il peut avoir honte de tous ces signes urinaires, signes liés à son pipi. Donc, c'est la raison pour laquelle ça peut aussi être tabou. L'homme n'aime pas trop se plaindre de ce qui se passe dans son bas-ventre, entre guillemets, parce que pour l'homme, le bas-ventre fonctionne, il est toujours au taquet, le bas-ventre fonctionne toujours bien. Donc, ça, et de deux, maintenant, en dehors des signes et symptômes de ça, ce que ça implique, si on a un cancer du testicule, ça veut forcément dire qu'on aura des problèmes, on aura des complications liées au traitement. Donc, ça, c'est dans le tabou d'esprit masculin. C'est que si on doit aller loin jusqu'à enlever ma prostate, ça veut dire que j'ai des risques de devenir impuissant. J'ai des risques de devenir infertile. ah, Donc, ça, oui, on enlève ma prostate, ça veut dire que je ne peux plus procréer, mes spermatozoïdes ne sont, je n'aurai plus. Donc, c'est un peu difficile d'accepter de tirer à blanc. Même si c'est au début du traitement, beaucoup d'hommes refusent ça. Deux, est-ce que ça va se lever? Voilà les questions terre à terre qu'on nous pose. Si on enlève la prostate ou bien si on me fait un traitement comme la radiothérapie, par exemple, ou bien on me fait une pulpectomie, parce qu'il y a un autre traitement qui consiste à enlever les testicules. Lorsqu'on a le cancer de la prostate, est-ce que ça va encore se lever? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Le grand tabou, c'est lié vraiment à la fonctionnalité sexuelle du reste du corps après avoir manipulé, entre guillemets, la prostate. Donc, vous voyez que même si le diagnostic est précoce, l'acceptation du traitement précoce, vraiment, c'est peut-être si les urologues ont encore beaucoup de choses à dire, comment ils convainquent leurs patients. Parce que moi, je reçois vraiment, en oncologie, nous, on reçoit les patients déjà métastatiques et qui ont déjà été traités sur le plan hormonal ou bien par la chirurgie chez les urologues. AfroSkills. Ensemble, transformons l'Afrique avec le savoir.